Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue sur ce webinaire BIM Co dédié aux stratégies BIM pour un industriel du bâtiment. Donc, je suis Vincent Berlioz, responsable du développement Europe pour BIM Co. Je suis Damien Escolan, je représente la France pour le développement industriel des fabricants. Donc, on va prendre 45 minutes ensemble pour donc développer cet agenda sur lequel vous êtes inscrits. Donc, 45 minutes pour parler des étapes clés du projet BIM pour un industriel. Comment collaborer et impliquer vos prescripteurs et clients dans votre démarche BIM ou même pour valider vos objets BIM. Et on verra ensemble les points critiques d'une démarche. Notez que vous avez à droite la possibilité de nous poser des questions. On y reviendra ensemble en bout de 40-45 minutes pour échanger vraiment sur ces questions et vos interrogations. Et on va commencer par une petite vidéo qui prend 2 minutes sur laquelle on a introduit plus ou moins la vision BIM Co et cette démarche BIM pour les industriels. Merci à tous, on espère que vous nous entendez bien, que la vidéo vous a plu. On essaiera d'être aussi professionnel que les gens qui nous ont aidés à réaliser cette vidéo pour ces 40-45 minutes de webinaire. Donc on commence déjà par énumérer le sujet, de quoi on va parler aujourd'hui. On va essayer d'intégrer les différents profils déjà dans notre discours, dans ce dont on va discuter. Donc, sur la préparation de la démarche BIM, on évoquera ensemble les objectifs, pourquoi est-ce qu'on fait du BIM, comprendre ses utilisateurs et comment orienter sa démarche, une question de priorisation sur laquelle on prendra un peu de temps également, de préparation interne, mais aussi de collaboration. On va passer pas mal de temps à parler de collaboration et d'expérimentation, parce que c'est aussi le cœur du BIM. Ensuite, produire évidemment son catalogue, il y a de bonnes questions à se poser à ce moment-là. Et pour tous ceux qui créent ou qui ont déjà créé des objets, évidemment, des questions indispensables sur la diffusion des objets, le fait de se différencier grâce à ces objets BIM et évidemment de pérenniser son catalogue ainsi que de mesurer son investissement. Donc, comment lancer sa démarche BIM? Pourquoi on fait du BIM? C'est la première chose à faire, définir son objectif. Pourquoi est-ce qu'on fait du BIM? On entend souvent qu'un fabricant réalise ses objets BIM parce que ses concurrents, par exemple, en ont déjà fait, parce qu'il fallait répondre à une demande spontanée sur un projet ou un client. Alors d'accord, ça fait partie des choses qui fait qu'on se pousse à passer au BIM, mais voyez plutôt ça comme une opportunité de devenir un acteur innovant, de se rapprocher potentiellement de ses clients, de devenir un vrai fournisseur de données, récupérer par exemple des informations sur l'usage de son produit et de son cycle de vie, qui prescrit mes produits dans la maquette, qui va les remplacer, avec quelles données, quelles informations, à quel moment, comment. C'est vraiment une possibilité pour vous aussi d'améliorer votre service client, potentiellement faire de la vente additionnelle et du service grâce au BIM. Donc, il y a également possibilité de lancer de nouveaux produits, de trouver de nouveaux marchés grâce au BIM. Par exemple, je pense aux industriels qui veulent se lancer en Asie, sur Singapour ou même en Angleterre. Il va être très pertinent, si ce n'est indispensable, pour vous de proposer des objets BIM. Vous pouvez même cibler un nouveau segment grâce à votre contenu. Si vous souhaitez, par exemple, optimiser votre prescription auprès des architectes, on va alors essayer d'orienter la démarche vers cette cible. Mais avant toute chose, on va dire quelques citations, puisque il y a aujourd'hui une sorte de souci et de question sur la qualité des objets. Lors de nos discussions avec les différentes entreprises générales de France et d'Europe, on a eu pas mal de remontées comme quoi déjà, au moins un mois est passé par les gros industriels. Ici, on a un exemple de Vinci qui nous explique qu'il passe un mois par projet à venir récolter des informations et saisir les données des industriels dans un projet BIM. Globalement, selon certaines sources, c'est 3 jours par projet, par fabricant. On se rend bien compte qu'il y a une vraie opportunité aujourd'hui pour vous en tant qu'industriel de venir améliorer la manière dont vous échangez des données pour vous rapprocher de vos clients. Notre étude de l'année dernière de Dodge a expliqué que seulement 37% de la maîtrise d'œuvre des planeurs anglais a trouvé du contenu BIM de qualité. Donc, il y a une vraie opportunité sur ce point. Mais bon, déjà, si vous êtes sur ce webinaire, je pense qu'on est d'accord. Le sujet déjà vous intéresse et que vous êtes aussi là pour vous poser les bonnes questions. Le but pour vous sera de savoir qui utilisera vos objets, sur quels outils, quel logiciel de conception, ou même quel logiciel métier, quels standards, quels référentiels et quelle classification ils utilisent. Comment mon contenu va-t-il les impacter? Pour vous aider à comprendre, nous reprenons les bases. Donc, un objet BIM,
C'est une représentation digitale d'un produit d'un côté, plus ou moins évoluée, ça on y reviendra dans quelques minutes, et de l'autre, ce sera des données, donc les caractéristiques, description, désignation, performance, toutes ces spécificités. Donc c'est un ensemble de documentation, tant commerciale que technique, ou même des images qui le représentent. Alors, il faut aussi se dire et garder en tête que cet objet BIM, il va évoluer. On parle de BIM de la conception jusqu'à l'exploitation du bâtiment. Alors, on dit justement souvent c'est de la conception qu'on va faire, du clash detection, etc. Alors, OK, même si on ne dit pas ça, on fait aujourd'hui comme tel, alors que la vraie valeur ajoutée du BIM se retrouve vraiment sur tout le cycle de vie du bâtiment. Prenons ici un exemple sur la géométrie. On va se focaliser un peu sur justement ce qu'on appelle le LOD en anglais, le Level of Detail, ou niveau de détail géométrique, et surtout sur son évolution. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de LOD, c'est une notion qui est un peu floue, c'est difficile à définir parce que trop souvent subjective. On va plutôt partir du principe que dans le meilleur des cas, on va plutôt avoir 3 types de maquettes. Une maquette de conception qui va principalement être constituée d'objets génériques sur laquelle vous, industriels, allez rarement intervenir. Une maquette de construction ainsi qu'une maquette d'exploitation. En gros, le besoin en termes d'information et surtout de géométrie ne va pas être le même en fonction du niveau de développement du projet ainsi que de la discipline à laquelle on va s'adresser. Effectivement, ici, avec l'exemple d'une Powerbox de chez Francaire, nous avons donc 2 niveaux de détail. Un lot 200 à la gauche et un lot 400 à la droite. Le lot 400 répond à un besoin de représentation géométrique important. Par contre, le lot 200 répond plutôt lui à un besoin de légèreté dans la maquette numérique. Donc, on va toujours insister sur ce point de poids des fichiers, car parfois éliminatoire lors du téléchargement d'objets BIM d'industriels. Ces deux lots possèdent pourtant les mêmes caractéristiques, la même intelligence, avec des connecteurs, des flux d'air et tous les éléments qui permettent de les laisser communiquer avec son environnement et d'interagir avec les autres produits systèmes du bâtiment. Alors justement, en parlant d'interaction, à ces niveaux de détail, donc à cette géométrie, vont s'ajouter le niveau d'information des objets. On a vu que c'était donc de la 3D plus de la donnée. Digitaliser un produit pour vous, c'est justement prendre en compte les besoins de tous les corps de métier jusqu'aux données d'exploitation. Vos utilisateurs, ils vont utiliser différents logiciels, des logiciels de conception comme Revit ou Archicad, ou Allplan pour les plus connus, mais aussi des logiciels métiers qui ne vont pas forcément se connecter à ces logiciels de conception pour pouvoir faire du calcul, par exemple. Et il est vraiment important de comprendre comment communiquer avec ces différents acteurs et avec leurs outils respectifs. Ici, pour l'exemple, nous allons prendre un panneau solaire et son utilisation par les différents corps de métier pour comprendre le niveau d'information global nécessaire. En premier lieu, l'architecte, qui sera lui attaché à une représentation géométrique fidèle avec beaucoup de détails. La maquette numérique doit être le plus réelle possible pour valider son projet auprès d'un promoteur. Ensuite, le bureau d'études de structure n'apporte pas forcément d'importance au niveau de détail. Un volume représentatif ainsi qu'une zone de maintenance suffira pour le côté digital. Toutefois, le poids, la prise au vent, tout ce qui sera la charge de neige maximale et le poids que tout cela représente seront des données essentielles pour lui. Le BE électricité, lui, souhaitera savoir le rendement de l'appareil, sa capacité de courant maximale. L'économiste, lui, sera plutôt orienté sur la durée de vie de ce produit, sur la classification uniformat. On aura la maîtrise d'ouvrage qui vous souhaitera avoir un rendu global pour l'enveloppe du bâtiment, donc voir son orientation, l'entreprise d'installation qui aura besoin de documentation technique justement pour l'installation de ce produit, et l'entreprise de maintenance qui aura besoin des informations du fabricant pour savoir le temps estimé entre deux maintenances. Donc, on va parler de priorisation également au moment de s'adresser à toutes ces personnes et surtout de créer vos produits. Il n'est pas forcément nécessaire d'aller chercher l'exhaustivité. On va préférer prioriser pour monter en compétence au fur et à mesure. L'idée est vraiment d'apprendre à marcher, disons, avant de courir, et on va justement voir pourquoi, parce qu'il n'y a pas un seul chemin, sur tous ceux qui sont inscrits au webinaire, vous avez tous un niveau de maturité différent. Même si on a un budget colossal aujourd'hui à attribuer au BIM, il va vraiment être nécessaire de comprendre et surtout de s'assurer qu'on va dans la bonne direction. C'est l'intérêt de cette démarche de priorisation. On a eu vraiment des approches différentes aujourd'hui sur les projets avec lesquels on a travaillé avec nos clients, mais déjà quelques clés au moment de lancer le projet, par exemple les standards, les logiciels sur lesquels vont s'adresser nos clients. On va identifier la couverture souhaitée. Typiquement, si on souhaite s'adresser au marché anglais,
il va évidemment falloir prendre en compte les données COBie. Si on souhaite s'adresser au marché allemand, il est probable qu'on va devoir modéliser en format all plan qui va être très présent sur ce marché. Pour comprendre comment commencer le BIM, il y a différentes approches. On va pouvoir commencer par modéliser ces objets en suivant la loi Pareto, 80% de son chiffre d'affaires pour 20% des produits. On peut chercher à modéliser un produit par catégorie, ça nous y reviendrons par la suite. On peut aussi envisager de commencer par les produits les plus complexes, qui peut le plus, peut le moins, forcément. Encore une fois, il n'y a pas une seule vérité. Chacun a ses spécificités. Nous évoquerons des exemples sur lesquels nous avons adopté des stratégies différentes en fonction des produits et du fabricant. La seule chose qui est sûre et commune à tous les projets, l'objectif de fournir du contenu pérenne et de qualité. Donc, pour justement réussir à créer des objets de qualité et également pérennes, la clé aussi de la réussite, ça va pour vous, industriels, de bien se préparer, de savoir où sont vos données produits, à rassembler toutes les fiches techniques et documentation pour créer ces objets de qualité. Alors, on a vu que le BIM ne se satisfaisait pas justement de gérer que la conception. On parle beaucoup de PIM aujourd'hui, de base de données produits et de leur liaison au BIM parce que typiquement, la structure de vos données produits va vraiment être indissociable de la réussite de votre projet BIM. Vous avez à droite là le listing de ce que peut comprendre le BIM et même un objet, les dimensions du BIM, disons. Et comme pour vos clients et la slide précédente sur le cycle de vie, c'est vraiment des informations que vous avez déjà. Toutes ces données-là, elles sont juste décentralisées aujourd'hui. Je me permets de préciser en plus qu'aujourd'hui, vous avez déjà des logiciels. On parle ici de ne pas réinventer la roue. Il faut aussi vérifier si les logiciels que vous avez, en général de conception, de fabrication, vont pouvoir répondre à ces besoins en BIM. Il y a pas mal d'erreurs qui ont été faites par le passé, où on se disait, bon, le BIM, c'est du CAD, de la CAO un peu plus évoluée, donc on allait exporter des données depuis son logiciel de conception. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées au préalable, ce n'est pas forcément la bonne solution. Donc, on parlait du poids de l'objet, du côté paramétrique, etc. Encore une fois, l'idée n'est pas de réinventer la roue, mais aussi d'impliquer l'écosystème pour vous dire comment vous dirigez, qui autour de vous connaît la maquette numérique pour venir valider les besoins, parce qu'il est encore une fois très facile de faire de la 3D, mais c'est quand même beaucoup mieux lorsqu'on sait de quoi on parle et qu'on va utiliser le contenu dans le projet. Donc, justement pour collaborer, savoir comment vos clients et les prescripteurs vont utiliser le BIM et donc vos produits va être indispensable pour comprendre comment orienter la démarche. Pour le fabricant, vraiment, il faut se dire que le BIM, c'est une vraie opportunité de venir vous rapprocher de vos prescripteurs et de travailler en collaboration sur la conception de leur projet. Ne devenez plus un simple fournisseur qui va pousser ses produits aujourd'hui en prescription, mais vous pouvez potentiellement devenir un partenaire fiable qui va être innovant, porteur de conseils. Alors, la collaboration, c'est parfois un gros mot, dans le sens où c'est un peu le changement aujourd'hui entre le BIM et la construction comme on l'entend par le passé. Le BIM va vraiment être axé sur la collaboration, les échanges entre les acteurs de la supply chain. On va vraiment aujourd'hui chercher à vous expliquer comment appliquer ces principes, ces fondements à l'échelle de l'objet BIM et du coup de votre produit. Par exemple, vous voyez ici à droite un schéma sur des bêta-testeurs. On a imaginé des groupes privés collaboratifs sur BIM & Co pour amener justement cette interaction, faciliter ces échanges avec vos clients et les utilisateurs de vos objets. Pour la définition et la création des objets BIM, par exemple, on fait la promotion d'une approche de co-création. L'idée va être intégrer vos clients dans le processus de création ou de validation d'ailleurs de vos objets BIM pour s'assurer de leur qualité. Alors, évidemment, on peut toujours poser des questions en rendez-vous client, proposer des questionnaires, etc. Mais ça prend du temps, parfois difficile d'obtenir des retours. Donc, je me mets ici à la place d'un industriel, par exemple, qui aurait déjà fait des objets, qui se pose des questions simples, sûrement indispensables, sur la qualité des objets. On va chercher à savoir si les objets qu'on a créés vont répondre aux besoins, valider et certifier leur qualité avec les clients, récupérer du feedback et les enrichir potentiellement a posteriori. Autre besoin, anticiper des questions clients et leur retour pour préparer les équipes commerciales ou prescriptions, à venir répondre et préparer un argumentaire sur les objets BIM. C'est extrêmement important que vous sachiez de quoi vous parlez. Et partant de ce principe, il est extrêmement simple du coup de venir publier des objets sur un espace privé, de venir inviter vos clients ou la communauté de bêta-testeurs BIM & Co justement pour prendre du feedback, prendre des retours d'expérience et réaliser cet audit sur une période relativement courte. Donc,
Ces groupes privés dont on parle ont un vrai intérêt pour l'expérimentation. C'est peut-être une notion qui fait peur à première vue, qui peut prendre du temps, qui peut même sembler superflue, mais on rappelle rapidement que les progrès qui ont été faits dans d'autres secteurs que la construction, comme l'aéronautique, l'automobile, la construction navale ou ferroviaire, sur la digitalisation, ces dernières décennies, tout ça, ça repose sur l'ingénierie système. Alors, OK, un projet de construction va être un projet unique, mais les systèmes qui vont constituer l'ouvrage sont tous reproductibles. Je pense qu'on est d'accord avec ça. Et la maquette va vraiment être un formidable outil pour favoriser ça et favoriser le travailler ensemble via du prototypage, par exemple, comme on le voit ici. Effectivement, pour reprendre l'exemple du prototypage, nous avons travaillé avec Kiloutou sur la modélisation de leurs engins de manutention. Peut-être que vous avez pu les essayer ou les rencontrer sur Bimenco. Après réception d'un premier cahier des charges, nous avons défini des prototypes, c'est-à-dire que nous avons fait un objet par catégorie, puis nous avons demandé à des clients, donc des futurs utilisateurs des objets BIM pour leur projet, de venir tester les objets et de nous remonter des critiques sur un groupe privé. De cette façon, avec les acteurs clés, nous avons pu collaborer pour adapter un cahier des charges. Suite à la réception de chacun, nous avons modifié les objets en fonction des retours et créé un guide de modélisation pour pouvoir reproduire le schéma aux autres produits de la gamme. Après une définition d'un cahier des charges, on part en production donc, du catalogue. Sur cette diapositive, vous avez un cheminement classique d'une création de contenu d'un industriel fabricant. Afin de définir ces exigences, il y a une série de questions à se poser pour bien commencer une modélisation. Est-ce que j'ai les compétences en interne pour réaliser cette production? Est-ce que j'externalise via un prestataire? Et pourquoi pas profiter du savoir-faire d'un partenaire, d'un travail collaboratif pour me former avec mon équipe sur cette modélisation pour avoir un certain savoir-faire en interne et pouvoir continuer à alimenter mon catalogue produit. Ça, en gros, définir si je vais chercher un fournisseur sous-traitant ou un partenaire pour mon projet BIM. Si j'externalise, outre le fait de s'assurer que le prestataire va comprendre les produits et leurs usages, il ne faut surtout pas non plus oublier de traiter le sujet de la propriété des données, comme vous le voyez ici. Propriété intellectuelle, est-ce que vous la gardez? Il ne faut pas risquer de perdre le contrôle de ces objets BIM et donc de ces informations produits. Donc, on parlait de propriété des données, propriété intellectuelle. Si aujourd'hui, vous laissez la production à quelqu'un, il faut vraiment s'assurer que vous restez propriétaire des objets qui vont être créés. Donc, autre question pour un fabricant international, par exemple, sera forcément le sujet des objets locaux ou internationaux. Est-ce que, par exemple, votre filiale italienne aurait fait des objets BIM? Comment est-ce qu'on peut rationaliser, venir capitaliser sur les travaux qui ont déjà été effectués? Est-ce que je vais centraliser la production et développer des objets, mettons, globaux pour répondre aux besoins de tous les marchés? Ou est-ce que je vais devoir créer un objet par pays de distribution? Il y a plusieurs réponses, mais globalement, sur ces questions, c'est vous seul qui avez la réponse par rapport à votre marché, par rapport à votre politique. Autre problématique qui va être très importante, les objets sur mesure ou les objets standards. On peut se dire que c'est plus simple de faire des objets BIM lorsqu'on est en catalogue standard. OK. Mais dans tous les cas, vous devez pouvoir prendre la mesure de ces objets BIM, les comprendre et savoir en proposer. Dans le cas du sur-mesure, justement, pour les produits extrêmement configurables, tenez à préciser, vous serez forcément tenté de développer un configurateur qui va être dédié à vos produits. Alors, on ne dénigre pas l'idée, c'est certainement intéressant pour vous, potentiellement pour vos clients, mais si vous vous mettez à la place de vos clients, on entend souvent les échos du fait que tout le monde veut éviter d'installer un plugin ou un configurateur sur leur logiciel pour chacun de leurs fournisseurs. En plus, si on parle là-dessus sur ce genre de choses, un configurateur par logiciel, vous engagez dans un développement qui va être assez long, difficile, coûteux et technique à maintenir, entre autres, et surtout pour suivre l'évolution des logiciels et de vos produits. Les logiciels comme Revit ou Archicad permettent aujourd'hui d'apporter un niveau d'intelligence aux objets pour proposer des objets ultra configurables qui répondent à votre problématique métier. Alors, un fabricant de réseau aéraulique, par exemple, peut parfaitement proposer un objet de type raccord et le proposer au client avec toute la configuration nécessaire pour qu'il s'adapte dans son environnement et permette de tracer un réseau de façon très fluide. Ici, une notion importante à connaître, donc, ça va être entre autres ce que l'on appelle plus communément les familles ou les systèmes d'objets. Parce qu'on ne va pas modéliser une table ou une fenêtre comme on modéliserait un faux plafond ou un mur ou une cloison.
Un utilisateur ne mettra pas en œuvre un mur en posant parpaing par parpaing ou brique par brique. Il va utiliser un système qui lui permettra d'étirer un point à un autre en surélevant ce mur et pour avoir une nomenclature complète du nombre de parpaings ou de briques qu'il aura donc dans ce mur. C'est ce qu'on appelle apporter une problématique métier à un objet BIM. Je reprends un petit peu l'exemple que Vincent a nommé tout à l'heure, notamment pour prendre des compétences en interne. Alors, avec Skydome, ils nous ont sollicité pour créer 3 objets phares de leur gamme, ceux qui leur semblaient également assez complexes à modéliser, car ils ne font que du sur-mesure. Et en parallèle, ils ont formé une personne en interne chez eux, donc, pour la modélisation, afin de reprendre notre travail en référence et pouvoir continuer d'alimenter leur catalogue d'objets sur la plateforme. Ici, le travail collaboratif nous a permis d'avancer rapidement sur la problématique métier et de les faire monter en compétences et de travailler conjointement avec leurs modeleurs en interne. Donc, une fois qu'on va avoir fait la modélisation, justement, qu'on est internalisé ou externalisé, votre satisfaction va forcément venir du fait de venir proposer ce contenu, donc de se demander déjà quel canal de diffusion on va utiliser. Déjà, première chose à faire sur le sujet, c'est de diffuser et de partager en interne. On le disait tout à l'heure, vos équipes doivent savoir de quoi elles parlent. Vous connaissez aujourd'hui vos produits, il doit en être de même pour vos objets BIM et même pour le BIM de manière générale. Alors, une fois que vous avez fait ça et que vos équipes sont entre guillemets conscientes du sujet, on va passer sur la diffusion auprès de vos clients. On va essayer de faire la distinction entre clients et marché. Mettons, alors, il est clair, pour garder encore une fois le contrôle de votre marque, vos objets doivent être disponibles sur votre site web à disposition de vos clients. On voit ici ce qu'on a fait, par exemple, pour Alven. On est venu intégrer une iframe avec la technologie BIM & Co, avec leurs couleurs, etc., pour que leurs clients puissent télécharger sur leur site web. Mais même si votre prescription est très forte, il y a d'autres canaux qu'il ne faut pas non plus négliger. Votre site web sera très utile pour vos clients ou lorsque vous avez déjà été prescrit. Cherchez aussi à savoir quels outils vont utiliser vos comptes clés, vos principaux clients. Alors, nous, on travaille par exemple avec Engie sur un projet qu'on va présenter au BIM World dans le but de venir centraliser leur base de données d'objets BIM et de créer une interface utilisateur. Et si on fait le parallèle sur justement vos utilisateurs et ce qu'on disait tout à l'heure sur les configurateurs, préférez en général aller au supermarché que de venir prendre ou vous fournir auprès du producteur directement. Une plateforme, outre le référencement sur Google, c'est un métier. Alors, évidemment, je vous dirais qu'on n'est peut-être pas très objectif, mais chacun développe une technologie qui lui est propre. Sur BIM & Co, par exemple, c'est plus de 25 années de développement. Il vous serait quand même coûteux et ambitieux d'envisager de développer une plateforme avec tant de fonctionnalités. Juste un focus rapidement sur une fonctionnalité phare qui va être le cœur de notre technologie, qu'on appelle l'OPMS, pour Open Properties Management System. C'est un dictionnaire de propriété qui va venir connecter vos métadonnées, donc les données produits, vos produits, au logiciel métier, aux différents standards du marché et venir traduire automatiquement en cette langue vos objets. Mettons que une fois que vous avez structuré vos données, BIM & Co, c'est une sorte de PIM ouvert où vous choisissez les informations que vous partagez pour entrer en relation avec vos interlocuteurs et partager le reste des données et des documentations. Donc ici, on a l'exemple d'Alven, c'est un fabricant de hottes de cuisine qui est assez intéressant pour l'exemple. Les objets sont intégrés à leur site web de façon assez transparente via la technologie BIM & Co et disponibles également en public sur notre plateforme. Ils ont créé des objets standards, on pourrait appeler ça des objets d'appel en suivant leur Pareto, mais ils font également des objets sur mesure pour répondre à différents clients à eux. La présence sur BIM & Co de leurs objets a suscité l'intérêt de certains utilisateurs travaillant sur un projet en particulier. En contactant le fabricant, nous avons donc relancé un groupe privé pour comprendre le besoin et définir le cahier des charges et donc de concevoir cet objet sur mesure et à répondre au projet. La commande a été passée, le produit fabriqué grâce à la présence donc initiale de ces objets sur la plateforme BIM & Co. Donc, pour ceux qui ont déjà créé des objets, comme pour ceux qui commencent à peine, c'est comme pour vos produits, hein, vous devez anticiper et chercher à vous démarquer aussi sur vos objets BIM. Si on a mis l'exemple d'Hitachi, pour lesquels on a modélisé, alors au début, l'idée était vraiment de proposer aux utilisateurs la possibilité de faire du calcul de réglementation thermique grâce aux objets BIM. Ce qu'on a fait, je viens de vous parler de l'OPMS rapidement, on vient se connecter au logiciel métier, au standard. On allait chercher les données
et comment elles étaient structurées, qui étaient nécessaires au logiciel ClimaWin pour venir intégrer ces propriétés directement dans l'objet. On évite du coup, pour l'utilisateur qui veut faire son calcul de RT, on évite cette ressaisie de l'information, on évite d'ailleurs sa recherche, et on va venir fluidifier le flux de travail de son client. Ça, c'est extrêmement différenciant. Un autre exemple avec, par exemple, EasyTherm, donc c'est un fabricant de blocs béton qui, lui, souhaitait profiter de la séparation de la donnée et de la géométrie. Donc, ils peuvent aussi profiter d'un Smart Download qui permet à leurs clients de télécharger soit l'objet BIM complet, donc avec toutes ses variantes et ses propriétés, ou alors de sélectionner une variante et une partie ou l'intégralité des propriétés, ou uniquement intégrer la donnée sur un mur existant générique dans le projet. Alors, le BIM va forcément être propice à l'innovation. On a deux exemples là où on a travaillé d'une part sur la collaboration logicielle, on ne l'a pas mentionné, mais aussi collaboration utilisateur, comme on parlait tout à l'heure, et sur la donnée. Ça peut aussi faciliter les partenariats entre fabricants. On vient de parler de béton là. Typiquement, on peut prendre l'exemple d'un mur qui va être composé de plusieurs éléments, dont certains n'ont pas forcément besoin, disons, d'être représentés géométriquement. On peut parler d'un objet multimarque. Vous connaissez peut-être certains, les objets multicouches. Ici, on peut potentiellement imaginer une collaboration entre fabricant de l'isolant, celui qui va faire les fixations, celui qui va faire la solution de parement, et travailler ensemble sur justement un groupe privé pour venir ajouter des données, échanger des documents techniques, potentiellement ce qui est très peu fait encore aujourd'hui pour faciliter la réalisation de l'analyse du cycle de vie, partager des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, donc des FDES. Et voilà, le tour est joué. Aujourd'hui, encore une fois, ça c'est de la collaboration, de l'innovation dans le BIM pour vous différencier. Les utilisateurs de vos objets vont chercher par caractéristiques techniques, excusez-moi, en fonction des contraintes de leur projet. Par exemple, si vous êtes sur un projet d'un hôpital où toutes les portes devront être coupe-feu 30 minutes, si la donnée n'est pas renseignée ou mal renseignée, eh ben, ce sera certainement perdre un projet de construction potentiel pour vous. Donc, afin de faciliter cette démarche pour les utilisateurs BIM & Co, on a développé des solutions comme une fonction match qui permet tout simplement de changer les objets génériques en objets fabricants. C'est une très bonne manière pour vous d'être prescrit et de faciliter le travail de connexion entre vous et l'utilisateur. Je me permets d'ajouter rapidement que globalement, on l'a vu sur les 3 maquettes conception, construction, maintenance, il y a une grosse partie du projet qui est uniquement avec des objets génériques. Donc, il est important pour vous de prendre ça en compte et de savoir comment est-ce que vous allez venir vous intégrer sur ces génériques. Après, comme pour le bâtiment en lui-même et d'ailleurs le contenu ou le produit de manière générale, il y a un coût global dans lequel une grande partie va être dédiée à la maintenance. Pour les objectifs, on l'a vu, on a insisté tout à l'heure sur ce point, l'amélioration continue doit être au cœur de votre projet BIM. Des outils comme l'Analytics, on est plusieurs à proposer aujourd'hui des outils qui permettent d'analyser vos téléchargements ou chez BIM & Co même d'aller dialoguer avec les utilisateurs et rentrer en contact avec eux, ou les groupes privés BIM & Co comme on a vu tout à l'heure. Tout ça, ça permet d'avoir du feedback de l'usage, des retours d'expérience et potentiellement de venir améliorer ces objets. On propose d'ailleurs un outil de self-publishing qui va vous permettre d'éditer vous-même vos objets. La distinction dont parlait Damien tout à l'heure entre la géométrie et les métadonnées, vous laissez la possibilité d'éditer vous-même votre contenu sans logiciel BIM en venant modifier des données et la géométrie via un éditeur en ligne. Vous êtes en gros autonome pour venir compléter vos objets au fil de l'eau. Ensuite, on parlait de PIM tout à l'heure, c'est un sujet qui est passionnant, qui mériterait potentiellement un webinaire dédié. Notez simplement que vous devez même imaginer connecter vos objets BIM à votre base de données produits, donc le PIM, pour venir diminuer les efforts de maintenance. C'est-à-dire garder une source unique d'informations et venir automatiser les mises à jour de votre objet. Ça va d'ailleurs dans le sens de la centralisation du projet dont on parlait tout à l'heure pour les fabricants internationaux. Dans ce cas-là, par exemple, si vous ne le faites pas dès le début et que vous avez des objets qui sont dispersés, il viendra forcément un jour la question de venir harmoniser vos objets BIM par langue, par pays, comment vous structurez la data, etc. Notez qu'on sera d'ailleurs sur une conférence au BIM World où on interviendra 15 minutes sur une table ronde d'1 heure, c'est la semaine prochaine. La conférence sera dédiée à la relation entre le PIM et le BIM, en espérant vous voir nombreux sur place. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que ceux qui sont inscrits au webinaire vont recevoir une invitation pour l'événement qui se passe mercredi et jeudi prochain.
Autre chose, lorsqu'on parle de mise à jour, évidemment, des données, excusez-moi. Donc, qui dit mise à jour dit forcément version du contenu. Et c'est beaucoup trop important pour vos clients et les utilisateurs d'avoir la bonne version du produit. C'est une perte de temps et potentiellement d'argent énorme aujourd'hui d'avoir une maquette qui possède des objets qui sont obsolètes. Donc, ça confirme le besoin d'automatiser entre guillemets la maintenance et de ne pas garder des objets qui sont obsolètes, mais surtout de ne pas oublier d'informer vos utilisateurs des modifications qui sont effectuées et de l'évolution de vos produits dans le temps. Il existe deux solutions proposées par BIM&Co. Vous voyez ici un petit GIF qui présente la notification à l'ouverture du projet pour tous les utilisateurs qui téléchargent depuis le plugin BIM&Co dans Revit ou Archicad. L'utilisateur reçoit une information lorsqu'il ouvre son projet, comme quoi vous avez fait les mises à jour sur tel ou tel objet. Sinon, vous avez toujours possibilité d'envoyer un emailing en disant « Ok, voilà, qui a téléchargé mon objet A que je viens de mettre à jour ?» Et là, envoyer un emailing potentiellement via l'outil Analytics de BIM&Co pour les informer de cette mise à jour. Je conclurai sur un dossier qui mérite également d'y porter beaucoup d'attention. On n'en a pas parlé aujourd'hui parce que ça mérite également un webinaire dédié, c'est la normalisation. On ne va pas trop rentrer dans le détail, mais on espère tous un standard global pour venir harmoniser la définition des objets BIM. Notez que BIM&Co a d'ailleurs récemment pris l'animation du groupe de travail qui s'appelle Product Room sur les objets et les propriétés de Building Smart France ou MediaConstruct pour venir accélérer ce processus de création d'un standard et créer des synergies entre les différents syndicats pour aboutir à un standard commun qu'on espère pour bientôt. Donc à suivre, mais évidemment, comptez sur nous pour venir intégrer un futur standard sur tous les objets qui vont être hébergés sur la plateforme BIM&Co. L'OPMS, donc le dictionnaire propriété dont on vous parlait tout à l'heure, qui est connecté, va justement permettre cette mise à jour automatisée. Enfin, et on est déjà à 35 minutes, pour clôturer notre intervention avant de passer à un échange, en espérant que vous ayez déjà préparé quelques questions, on va forcément se poser le sujet du retour sur investissement. Pourquoi je fais du BIM? On espère évidemment que ça nous rapporte quelque chose. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc, il faut définir quels sont les bons indicateurs aujourd'hui pour mesurer la pertinence de votre projet BIM. On va définir des KPI les plus pertinents possibles sur ce marché, essayer de se poser les bonnes questions. Alors, beaucoup font le parallèle avec le marketing produit ou le marketing contenu. On va venir chercher au final du trafic, du téléchargement ou des pages vues. C'est peut-être un peu trop réducteur aujourd'hui par rapport au niveau de développement du BIM. Il n'y a pas 1 million de personnes dans le monde qui travaillent sur de vrais projets BIM. Peut-être un peu trompeur. Donc, on va plutôt faire la promotion et la recherche d'engagement aujourd'hui des utilisateurs. Le fait d'avoir des objets BIM qui vont être adoptés par vos clients. On parlait tout à l'heure avec l'exemple d'Engie. Est-ce que Engie potentiellement peut avoir accès, si vous êtes un de leurs fournisseurs, à vos objets? C'est très important. Est-ce que vos objets BIM ont été intégrés dans des projets en cours ou spécifiés ou même vendus grâce à l'objet BIM, comme on l'a vu tout à l'heure pour l'exemple d'Alven? Et autre information, rechercher aussi la satisfaction client. Donc, on a accentué pas mal cette présentation sur l'expérimentation et sur le fait de collaborer avec les clients. Une des satisfactions clients, c'est évidemment de proposer de la qualité et de recevoir des demandes de contenu additionnel. Pour synthèse, je pense que vous l'avez compris, on est plutôt là pour faire la promotion, d'y aller pas à pas forcément se jeter complètement dans le sujet et chercher l'exhaustivité. Il vaut vraiment mieux le faire bien que de le faire vite, ça c'est clair. Notez quand même que je crois qu'il y a certains profils ingénieurs, architectes qui nous écoutent. Un mauvais objet peut potentiellement vous blacklister auprès de vos utilisateurs. Si on télécharge un objet qui ne correspond pas aux besoins, on va forcément se dire que le reste est du même niveau. Donc, il faut être très agile aujourd'hui dans la manière de gérer ces objets BIM. Ça évolue aussi tellement vite, ça se démocratise d'une telle manière qu'il va falloir rester vigilant et monter en compétences pas à pas pour comprendre justement les évolutions. Si on devait aujourd'hui résumer le BIM pour vous, pour un industriel, je dirais que c'est vraiment apprendre une nouvelle manière digitalisée, disons, de venir structurer vos données et de les partager à vos clients.
devenir un vrai fournisseur de données. Et clairement, le BIM, c'est un vrai moyen, une vraie opportunité pour vous de renforcer votre marque et de vous différencier également. On va passer aux questions. J'espère que le sujet vous a intéressé. Il nous reste à peu près 20-25 minutes pour échanger. On va rallumer la webcam pour que vous puissiez bien nous voir. J'espère ne pas rire de vos questions. Et comment ? Donc, on n'a pas noté de questions. Hop. Excusez-moi, j'essaie de comprendre comment on peut lire une question. Donc, combien le coût de maintenance? Une question assez pertinente posée par Philippe. Le coût de maintenance, globalement, va être impacté par les outils que vous utilisez. Le nombre de fois que vous allez également mettre à jour au final votre objet. Aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, vous avez un accès à un éditeur en ligne. Alors évidemment, pour des produits, comme parlait Damien, sur des objets système, si on est fabricant, par exemple, de réseaux de canalisation, c'est pas forcément simple de mettre à jour en ligne des objets. Mais il vous est possible de diminuer et de devenir vraiment autonome sur la maintenance du catalogue. Je vois qu'ici qu'on nous parle d'objets IFC. Ouais, pourquoi proposer des objets? Alors, pourquoi proposer des formats RVT et des formats IFC pour les mêmes objets? Alors, déjà, des RVT et des IFC, dans l'idée, un RVT, ce sera donc un objet système. Et donc, créer un IFC à partir d'un objet système, donc d'un RVT, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. C'est-à-dire que, par exemple, si on reprend l'exemple qu'on a nommé pendant le webinaire, on a parlé du bloc béton EasyTherm. En dehors de pouvoir regarder, grâce à l'IFC, par exemple, une maquette d'une liseuse d'objets IFC, d'avoir les qualités intrinsèques de ce produit, on ne va pas s'amuser en IFC à monter un mur comme on le ferait tout simplement aglo par aglo. Donc l'idée de passer un RVT en IFC n'est pas forcément la meilleure des solutions. Et un petit parallèle avec l'IFC rapidement, l'IFC est un très bon moyen d'échange entre les différents logiciels d'architecture. Toutefois, il reste un format d'échange projet plus qu'un format d'échange objet. J'espère que cette réponse sera satisfaisante. Donc Romain qui nous demande des exemples de retour sur investissement. Typiquement, si on se met à la place de Alven, je ne connais pas forcément le coût d'une hotte, puisqu'ils sont fabricants de hottes en l'occurrence, une hotte sur mesure. On peut partir du principe qu'en vendant 2 objets ou 3 objets, en fonction évidemment de votre typologie de produit, pour eux, ils sont vraiment rentables au bout de… Alors, on ne peut pas parler non plus de nombre de téléchargements, puisqu'il y a au moins, disons, 5 interlocuteurs entre le moment où on va venir télécharger un objet, sans parler du temps qui se passe, et le moment où on va l'acheter, donc entre la phase de téléchargement et le DOE par exemple, où vous pouvez consulter par exemple qui a téléchargé mes objets, qui les a achetés, c'est à vous de le faire. Maintenant, calculer votre retour sur investissement, ça vient aussi de ça, et de savoir sur quel projet mon objet BIM a été important, et potentiellement qu'est-ce que je perds si je ne fais pas d'objet BIM. Il y a une question de Valentin. Si on a déjà des objets BIM en interne, comment peut-on faire? Du coup, la question réalisée en interne, comment peut-on faire? Donc, comment doit-on faire? Donc, tout dépend. Si vous souhaitez réaliser si vous souhaitez diffuser votre contenu en interne, vous pouvez le faire de cette manière. Si vous souhaitez le diffuser via une plateforme telle que BIM & Co, alors tout d'abord, nous, on peut faire un audit d'objets, c'est-à-dire regarder un petit peu au niveau du set de propriétés que vous avez implémenté dans vos objets, les propriétés et les données, si elles sont bien renseignées et bien structurées. Et ensuite, si vous souhaitez les diffuser via BIM & Co, chose que je vous encourage largement à faire, sera de connecter vos données et vos produits à notre PMS pour pouvoir donner toute l'intelligence à vos objets grâce à la plateforme BIM & Co.
Alors, il y a une personne qui nous parle également, Magali Hugonnet, donc du switch, entre guillemets, entre les différents LOD, donc niveau de détail géométrique des objets. Doit-on forcément réaliser 2 objets pour s'assurer que les objets utilisés correspondent à la bonne phase du projet et donc aux bons besoins clients? Clairement ici, je disais qu'il peut le plus, peut le moins. Si vous avez fait un LOD 400 qui va être très détaillé, c'est relativement simple aussi de le faire passer en LOD 200 pour répondre aux phases de conception, ou même pour l'alléger. Si vous demandez à Bouygues aujourd'hui quel est leur besoin en termes de géométrie, en général, ils vont vous dire un cube, quelque chose d'extrêmement simplifié. C'est plutôt, comme le disait Damien tout à l'heure, évidemment, Bouygues Construction et Bouygues Immobilier n'ont pas le même besoin. On va chercher un niveau de détail plus élevé. Mais est-ce que vous devez faire forcément 2 objets? La réponse est oui. Ensuite, sur BIM & Co, pas forcément nécessaire dans le sens où on peut gérer plusieurs modèles qui vont être attribués à la même référence. Autre question, alors je ne vois pas de la part de qui elle est. Quelle est la proportion d'utilisateurs entre Revit, Archicad et Allplan? Alors, sur ce sujet, il y a énormément de réponses. Il suffit d'être un éditeur de logiciels pour le savoir. On va souvent entendre dire qu'il y a 80% du marché qui utilise Revit, plus de 20% qui utilisent Archicad et le reste pour Allplan. Ça ne fait plus beaucoup pour Allplan, vous allez me le dire. Mais aujourd'hui, effectivement, ça va plutôt dépendre du cœur de métier, du corps de métier auquel appartient l'utilisateur. On sait qu'on a une très belle communauté d'utilisateurs Archicad pour les architectes, et tout ce qui va être les personnes qui vont être des bureaux d'études, des ingénieurs ou économistes ont une certaine préférence pour Revit. C'est vrai que ces 2 logiciels ont la possibilité de faciliter le partage de données dans les objets directement, et Allplan est aussi un très bon logiciel d'architecture. Pour information, sur BIM & Co, vous aurez et trouverez des plugins pour les logiciels Revit, Archicad, SketchUp et Allplan en cours de bêta-test pour l'heure. Autre question intéressante sur la standardisation, où Ailis nous demande l'impact des travaux en cours comme POBIM sur tous les objets qui existent actuellement. L'impact, ça dépend pour qui. Pour l'utilisateur, va être énorme dans le sens où on pourra enfin avoir une structuration des données communes. Je me permets de répondre à 2 questions en même temps. Une autre question était comment est-ce qu'on passe d'un objet générique, disons LOD 200, à un objet fabricant. L'impact de POBIM aujourd'hui est donc d'une standardisation, mettons, commune sur la définition des objets BIM. Pour les fabricants, ça dépend comment est-ce qu'on est capable justement de gérer la maintenance de son catalogue, comment on va harmoniser les objets. On disait tout à l'heure, pour ceux qui sont sur BIM & Co, on vient automatiser du coup cette mise à jour en venant connecter nous-mêmes notre dictionnaire de propriété aux objets, aux futurs standards. Donc, il n'y aura rien à faire côté fabricant. Ce n'est pas forcément pareil partout, ça je ne peux pas forcément vous le dire. Mais justement, ce transfert des objets génériques vers les objets fabricants, il passe aussi par là. Il passe aussi par la recherche d'une harmonisation, au moins sur des propriétés minimum qui vont être spécifiantes, entre les objets des différents industriels. Si un fabricant A et un fabricant B fabriquent exactement le même produit, mais qu'ils ont structuré leurs données différemment, c'est beaucoup plus compliqué pour l'utilisateur de venir rechercher et prescrire depuis l'objet générique si, pour la même donnée, on a une appellation différente. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important aussi de structurer les données. On parlait tout à l'heure de la fonction match de BIM & Co. Aujourd'hui, la fonction match, elle est extrêmement intéressante pour les fabricants qui sont connectés à notre dictionnaire de propriété. Pour ceux qui ne le sont pas et qui n'ont pas la même aujourd'hui définition de données, c'est évidemment plus compliqué d'apparaître sur des propriétés spécifiantes si ne serait-ce que résistance au feu ou le fait, par exemple, d'une porte coupe-feu 30 minutes. Tout le monde appelle ça différemment. Donc, vraiment, extrêmement important sujet. Comment se passe la transition entre l'objet en LOD 200 générique et l'objet en LOD 400 fabricant? L'information fabricant s'ajoute-t-elle via votre plugin? Alors, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, la différence entre un LOD 200 et un LOD 400 va surtout être dans la représentation géométrique. Sachez que si la création et notre vision de la qualité d'un objet BIM au niveau de ses qualités intrinsèques, en fonction de notre technologie de l'OPMS, on va avoir travaillé sur un set de propriétés minimum à apporter à des objets.
Donc chez nous, un objet en lot 400 et en lot 200, c'est pour ça qu'on disait que c'était assez subjectif. Parce que chez nous, un objet générique va être un objet, d'accord, avec une représentation géométrique très simple d'un objet, on va le reconnaître. Mais dedans, vous aurez quand même tout ce set de propriétés vides de valeur prêtes à être accueillies donc, pour pouvoir mettre la valeur de ces données à l'intérieur. Donc, passer d'un lot 200 à un lot 400, il s'agit là plutôt pour le fabricant de savoir à quel acteur du bâtiment il va s'adresser. S'il s'adresse à des architectes, il vaudra mieux s'orienter effectivement sur du lot 400. S'il est plutôt un objet qui va s'orienter sur des bureaux d'études, on va pouvoir rester sur un lot 200 par exemple. Après, si on cherche à toucher tous les cœurs de métier, effectivement, d'un lot 2 à un lot 4, l'idée sera peut-être de pouvoir modéliser ces deux modèles. Alors, une question qui est pertinente, on nous demande de quelle étape de la conception d'un projet on peut substituer un objet générique à un objet industriel. Il faut savoir qu'il n'y a pas énormément non plus d'objets génériques dans Revit ou dans Archicad, par exemple, et dans l'usage, il y a énormément d'utilisateurs qui viennent chercher, télécharger des objets industriels pour, mettons, servir d'objets génériques. Maintenant, au final, la question, c'est plutôt à quel moment vous êtes prescrit grâce à vos objets génériques, à vos objets fabricants, pardon. Est-ce que ça change par rapport à un processus lambda sans BIM? Clairement, je ne saurais pas forcément répondre à cette question parce qu'il n'y a pas forcément assez de retour d'expérience. Maintenant, on peut parler de DCE via la fonction match ou de DOE aujourd'hui. Il y a quand même énormément de projets BIM qui se font où on est en rénovation, où entre guillemets, vous avez déjà été prescrit et on vient quand même modéliser votre objet pour une phase de maintenance. Là, on a deux questions l'une à la suite de l'autre que je vais faire les deux à la suite. Donc, doit-on faire une différence entre modélisation 3D et une coupe 2D, notamment sur Revit? Alors, Revit, il faut savoir que c'est Autodesk, donc la suite d'AutoCAD. Ce qu'il y a de bien avec ce logiciel, c'est que si vous avez votre objet en format 3D, il faut faire un plan de coupe et l'avoir donc en 2D. C'est là toute l'intelligence de ce logiciel. Ensuite, merci M. Malmanche, Valentin, pour votre question sur la qualité des objets et comment peut-on tout simplement permettre l'outil des utilisateurs. Alors, les utilisateurs peuvent effectivement noter, commenter les objets sur la plateforme BIM & Co. Et donc, les industriels qui déposent et qui diffusent leurs objets via BIM & Co. peuvent avoir les réactions des différents utilisateurs sur leurs objets et pouvoir les adapter en fonction des différents commentaires qu'ils ont. Alors, une question sur du coup l'outil, sur les retours d'utilisateurs. Je ne sais pas si vous cherchez à parler, parce qu'on a parlé de deux dossiers, une partie sur l'analytics où vous contactez vos utilisateurs, vous pouvez dialoguer directement avec eux en ligne ou leur envoyer des campagnes d'emailing. Je pense que c'est plutôt axé sur ce dont on parlait, sur la collaboration et les groupes privés, où là, globalement, vous pouvez partager un objet, une page objet, comme on l'a vu sur BIM & Co, qui va posséder du coup des modèles 3D, des modèles 2D, toutes les documentations techniques associées, et un espace de commentaires et de discussion, où vous pouvez commenter sur l'objet, potentiellement l'enrichir, et également, au final, lancer des discussions sur un thème en particulier, pour justement faciliter les interactions. Alors, j'espère que ça répond à votre question. À terme, pensez-vous que la structure de la donnée décrivant les produits systèmes dans le PIM doit être modifiée ou adaptée selon le dictionnaire des propriétés PPBIM? Alors, c'est la norme XPP07150. Merci pour la précision. C'est une question extrêmement pertinente. Aujourd'hui, ça dépend. Est-ce que dans votre PIM, vous êtes connecté vous savez exporter la donnée en FAB10, vous savez exporter la donnée en COBie? C'est pareil pour les différents standards. Est-ce que vous devez connecter votre PIM à l'IFC? Au final, la question sur les standards, c'est comment est-ce que je vais être capable de structurer mes données? Peut-être que vous l'avez fait en format ETIM. Il y a 1 milliard de classifications aujourd'hui. Je pense qu'il est important de pouvoir, c'est ça aussi un PIM, de pouvoir connecter votre information produit avec différentes sources. Et ça va être pareil pour les standards. Je disais tout à l'heure, si vous êtes sur BIM & Co, techniquement, vous n'avez pas besoin de venir connecter PPBIM puisque nous, on l'a fait pour vous. Maintenant, sur votre PIM, c'est autre chose. Je pense qu'effectivement, ça peut être pertinent. C'est du moins une aide pour vous aussi pour apprendre comment structurer vos données produits.
Qui a la propriété des objets modélisés par BIM & Co? C'est une très bonne question, parce qu'on a soulevé ça pendant le webinaire. Effectivement, c'est très important pour un industriel fabricant, lorsque vous créez votre contenu, de se poser cette question pour ne pas perdre donc le contrôle de vos objets BIM. Chez BIM & Co, il faut que vous sachiez que toute l'intelligence des objets, la propriété intellectuelle reste la vôtre. Les objets vous appartiennent. Nous, on est simplement diffuseurs de contenu. Le LOD, Level of Development. Alors là, il y a une nuance entre LOD, donc niveau de développement de la maquette numérique, qui va combiner du coup plus ou moins LOD quand on parle de géométrie, Level of Detail, et d'information. Est-ce que c'est pertinent actuellement en France? J'ai envie de dire oui, je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas. On parle, alors après c'est ça, ce qu'on expliquait tout à l'heure sur ne serait-ce que les LOD. La définition du LOD est quand même aujourd'hui très, très subjective. Chacun a sa définition. Alors, pour moi, oui, je ne vois pas pourquoi le niveau de détail, de développement des objets BIM ne serait pas pertinent en France. Alors, Anne Magnier qui pose une question assez intéressante sur les entreprises en phase exé, travaillent directement avec les industriels chez qui ils vont acheter les produits. Les entreprises vont-elles vraiment chercher les objets sur une plateforme ou plutôt directement auprès de l'industriel? Donc, au niveau des archis, ils ont besoin uniquement des objets génériques, donc pas nécessairement de ceux des industriels. Avez-vous des pourcentages de profils de professionnels téléchargeant des objets sur BIM & Co? Alors, il y a effectivement plusieurs manières de voir la chose. Déjà, c'est une question de la boucle qui se boucle à chaque fois. Les utilisateurs ont besoin d'objets de qualité fabricants, même les architectes, pour avoir vraiment la meilleure représentation donc de leur bâtiment. Par contre, malheureusement, ils tombent souvent face à des objets fabricants de mauvaise qualité, ils ne souhaitent pas les intégrer à leur maquette numérique et donc attendent des objets de qualité pour pouvoir arrêter justement d'utiliser des objets génériques. Donc ça, c'est un petit peu le cercle du BIM. Et effectivement, au niveau d'aller chercher les objets directement chez les industriels. Je reprends toujours l'image de lorsque vous faites des courses, par exemple, vous allez plutôt aller dans un endroit où vous allez pouvoir avoir plusieurs éléments au même endroit et pas forcément aller chez un petit producteur à chaque fois. C'est mieux quand même si on peut faire un groupement de petits producteurs au même endroit pour pouvoir récupérer des objets, par exemple, dans le cas du BIM, des objets de qualité. Et donc, BIM & Co reste quand même l'idée d'un supermarché de l'objet BIM de qualité. J'aime beaucoup la question quand même dans le sens où on parle aussi d'architectes qui viennent télécharger des objets génériques principalement. Oui, effectivement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que s'ils ne trouvent pas l'objet générique, parfois ils téléchargent l'objet fabricant en disant que c'est un générique. Maintenant, le BIM pour vous, je ne veux pas dénigrer les architectes, mais les architectes, c'est aussi beaucoup en phase de conception. C'est pour ça que je parlais de venir proposer des informations sur tout le cycle de vie. Qui est-ce qui va acheter votre produit aujourd'hui? Qui est-ce qui va le remplacer? C'est pour ça que vous faites aussi des objets BIM pour pouvoir donner des informations à ces gens-là. Notre objectif, c'est aussi de travailler avec plus les BIM managers, enfin les architectes aussi, mais des gens qui travaillent sur des projets BIM sur tout le cycle de vie. On travaille avec Engie aujourd'hui pour les aider, c'est aussi l'objectif. On cherche plutôt à s'adresser à tout l'environnement professionnel et toutes les disciplines. Une question que j'aime beaucoup, pourquoi plutôt choisir BIM & Co pour diffuser mes objets BIM plutôt qu'une autre plateforme? Alors, sur BIM & Co, ça va être surtout une vision et une manière de procéder, c'est-à-dire qu'on va surtout chercher la collaboration entre vos clients, des bêta-testeurs, donc, et puis mettre plusieurs personnes autour de la table, notamment cette question de groupe privé pour pouvoir voilà, définir le meilleur set de propriétés et la meilleure géométrie possible pour votre objet. Ça va être toute cette histoire de collaboration. Il va surtout falloir mettre en avant, c'est notre connexion grâce à l'OPMS aux différents standards, la gestion multilingue et du coup la mainmise sur vos données depuis BIM & Co et sans avoir forcément le logiciel d'architecture pour pouvoir gérer vos données de vos objets, vous allez pouvoir utiliser directement la plateforme depuis Internet. Donc, une question intéressante, je pense qu'on devra malheureusement finir là-dessus. Également sur Emmanuel Diaz qui revient sur la création de 2 objets suivant les LOD. Est-ce qu'il est pertinent de renseigner uniquement les données du produit en phase de conception, c'est-à-dire sans géométrie? Normalement, ces données sont déjà sur votre site web, dans vos fiches techniques, ce qu'on disait tout à l'heure, dans des fiches FDES, etc. Oui, sur notre plateforme, on a la possibilité de venir insérer uniquement des données et de venir sélectionner les données qui sont intéressantes.
c'est justement cet intérêt de faire de dissocier la data et la géométrie, où on permet les deux usages. Vous téléchargez l'objet BIM complet avec la 3D plus la donnée, mais également de venir insérer de l'information fabricante sur un objet de conception, donc potentiellement sur un objet générique. C'est ça qui est extrêmement pertinent aussi pour les fabricants, disons invisibles, les fabricants pour lesquels on ne va pas forcément voir leurs produits. Là, du coup, on va dépasser l'horaire. Je tenais à vous remercier tous d'avoir été présents pour ce webinaire. Merci pour toutes les questions. Écoutez, sachez que vous pouvez également nous retrouver depuis la plateforme bimenco.com directement et poser vos questions. Vous verrez qu'il y a tout un set de messageries. Ce côté collaboratif est aussi là pour ça. On a créé une plateforme collaborative pour que vous puissiez venir également partager votre vision, mais également vos besoins. Et j'ai vu passer une question par rapport à la diapositive de cette présentation. Merci si elle vous a plu. Pour pouvoir la récupérer, sachez que nous allons faire une vidéo donc de ce webinaire et que nous allons le mettre tout simplement à disposition depuis notre espace sur YouTube. Je finirai sur deux dernières questions puisqu'on peut y répondre assez rapidement. Comment verrouiller les objets BIM? C'est quasiment impossible aujourd'hui parce qu'on peut quand même changer les propriétés dans Revit. C'est plus facile sur Archicad. Sur la question sur est-ce qu'il existe un dictionnaire de propriétés pour les menuiseries extérieures? Je crois qu'il est en cours d'élaboration par le syndicat. Et faut-il intégrer une fiche FDES, donc un objet BIM? Pour moi, la réponse est oui. Vous devez aujourd'hui faire la promotion de tout ça. Si vous souhaitez faciliter la réalisation des ACV, par exemple, c'est des données, de toute façon, si vous les centralisez quelque part, vous évitez de les rechercher ailleurs. Donc, vous faites gagner du temps. Donc, oui, c'est très pertinent. Et dernière question pour finir, avant que ce soit notre tour de vous poser la question pour savoir si vous avez apprécié le sondage, le webinaire, pardon. Est-ce que si vous avez déjà un objet BIM en lot 400, est-ce que vous devez en faire un en lot 200? Disons que tout dépend du poids de l'objet. Finalement, si vous envoyez un lot 400 qui fait un poids qui est sensiblement similaire à un lot 200, ce n'est pas forcément nécessaire. Après, il n'y a pas une réponse unique. Si vous demandez à quelqu'un d'autre, peut-être que la réponse sera différente. On fait un sondage pour finir, simplement pour savoir comment est-ce que vous avez trouvé ce webinaire, pour savoir si on va dans la bonne direction. Et en tout cas, on vous remercie. On sera ravis de vous accueillir tous au BIM World, puisque vous allez recevoir une invitation pour l'événement qui se passe donc la semaine prochaine à Paris, à l'espace d'Avinci, à la Défense. On sera ravis de vous y retrouver sur le stand Bimenco en collaboration avec Trade Software. Et on vous remercie également pour vos messages de remerciement. Merci à tous et à très vite. Au plaisir, on reste disponible donc par mail en espérant que tout ça vous ait plu. C'est une très bonne journée.